Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Denis Oliven, le président d'Editis, auteur de La France doit travailler plus et les Français être mieux payés chez Albin Michel. Bonjour et merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci à vous, bonjour. Bon, les Français, est-ce qu'ils ont envie déjà de travailler plus quand on les interroge? Pas sûr quand on voit les sondages quand même. Les Français, ils ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Ils sont plutôt fans de la semaine de 32 heures. Ils ne veulent pas travailler plus. Oui, mais je pense que tout ça est lié au fait qu'ils ne sont pas bien payés pour travailler. C'est le cœur, à mon avis, du problème. Oui. C'est que compte tenu de la part que prennent les cotisations et les taxes sur les revenus du travail, l'écart qui existe entre ce que une entreprise met pour vous payer et ce que vous touchez dans votre poche, aujourd'hui, si votre patron veut vous augmenter de 100 €, à la fin des fins, après 43. les cotisations, exactement. Il en reste 43 dans la pocket, dans la poche du salarié. C'est-à-dire qu'à partir de mercredi midi, vous travaillez non plus pour vous, mais pour la collectivité, dont vous, parce qu'une partie de ces prestations vous reviennent. Les écoles, les hôpitaux, la défense, la police, pas tout n'est pour vous, et il n'est pas évident que le choix qu'a fait la France distingue des autres pays, qui est d'abord de prélever sur les revenus du travail, soit le bon choix. Donc si vous n'êtes pas très bien payé, l'incitation à travailler n'est pas la même. Si on avait dit au moment de la retraite aux gens, d'accord, vous allez travailler plus, mais on va vous donner 10% de plus de rémunération à un 13e mois. Ça serait possible, ça? Ah oui, très possible, bien sûr. On travaille beaucoup plus, alors. Pardon? On travaille beaucoup plus longtemps. Non. Alors c'est ça le sujet majeur, c'est la France travaille moins. Voilà. Il faut reprendre le sujet à la base. Quand j'ai dit ça aux économistes de l'OFCE, que vous connaissez, ils m'ont toujours expliqué, alors ça remonte un petit peu, mais que ce n'était pas si flagrant que ça quand on intégrait ceux qui travaillent à temps partiel. Et qu'au final... Non, c'est faux. Aujourd'hui, les statistiques sont assez claires, la France est le pays occidental qui travaille le moins. À temps complet et à temps partiel. Quand je dis ça, oui, toute forme d'emploi confondu. Quand je dis ça, je ne dis pas que vous, moi, la boulangère du coin, l'infirmière, l'ouvrier ou le paysan, travaillent moins. En durée annuelle du travail, on travaille un peu moins, sauf les indépendants qui travaillent plus que nos voisins européens, mais ce n'est pas significatif. En revanche, nous sommes moins nombreux à travailler. Prenons les Allemands, par exemple, on est moins nombreux à travailler que les Allemands. On a un taux d'activité... Là, c'est autre chose. Là, c'est plus le nombre d'heures travaillées. Oui, mais c'est décisif. Sur une année, c'est le nombre. Voilà. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. J'étais sur le cul, pardon de vous dire comme ça, quand j'ai vu ce chiffre. 6 Français sur 10 ne travaillent pas parce qu'ils sont... Alors, trop jeunes, ok, en formation, mais s'ils sont en formation, c'est normal qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont en formation. Oui, non. Pourquoi est-ce que 6 Français... À la retraite, au chômage. Pourquoi est-ce que 6 Français sur 10 travaillent? C'est beaucoup plus que les Allemands. Hein. L'équipe de foot de production de richesse allemande, elle aligne 11 joueurs et nous, on en aligne 8. Donc, c'est difficile de gagner le match. Pourquoi? Parce qu'il y a, bien sûr, les enfants, bon, ça, on ne les compte pas. Il y a les personnes très âgées, on ne les compte pas. Mais il y a les chômeurs, ce n'est pas le plus significatif. Il y a les jeunes en formation, mais en Allemagne, ils sont en alternance, donc ils travaillent, pas chez nous. Il y a les personnes qui restent à domicile, les femmes principalement, qui ont beaucoup moins d'emplois complémentaires, de temps partiel qu'en Allemagne. Et puis, il y a la retraite plus précoce chez nous. Donc, entre 55 et 64 ans, notre taux d'activité... Donc, si on avait... Parce que c'est ça le sujet majeur. Si on avait le taux d'activité des Allemands, on aurait... Sur les 55-64 ans ou sur l'ensemble de globalement, si on était 11 joueurs et pas 8, on générerait 120 milliards, entre 100 et 150 milliards de recettes publiques supplémentaires. Quasiment le problème du déficit public français. Non, mais surtout, on résout... Alors, comment on fait? Comment on appuie sur le bouton? Parce que dit comme ça, évidemment, on comprend bien. Comment on fait concrètement pour... J'insiste juste sur un point, parce que c'est fondamental. Depuis 30 ans, on s'enfonce dans une crise, on a les gilets jaunes, on a la crise de la retraite, on a le blues des fonctionnaires, on a la montée des radicalismes politiques, et pour 2 raisons principalement, le pouvoir d'achat et la dégradation des services publics. Ces 2 questions sont entièrement liées au fait qu'on n'a pas assez on ne produit pas assez de richesse nationale, et c'est lié au fait qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. Donc comment on fait? C'est pas si compliqué que ça. 8 joueurs sur le terrain. C'est pas si compliqué, il y a 4 trucs à faire, j'en rajouterai un 5e. Des choses... Créer des conditions d'environnement plus favorables pour l'alternance, développer l'alternance. Pour les temps partiels, il y a une quinzaine d'années, les Allemands ont favorisé le temps partiel du point de vue social et fiscal, ce qui fait que nous, on a 8% de temps partiel choisi, les Allemands en ont 20%. Et ce n'est pas du temps subi, ce n'est pas un truc qui précarise. 90% des salariés allemands à temps partiel sont heureux de cette situation. Mais ils ont allégé
le coût pour l'employeur ou le coût pour le salarié en termes d'impôts. Ils ont rendu le temps partiel plus attractif. Et troisièmement, faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire allonger la durée de travail, retarder l'âge de départ en retraite. Mais il y a une quatrième chose qu'on doit faire en parallèle qui favorise les trois autres, notamment la dernière, c'est essayer de transférer une partie des ressources que nous prélevons sur les revenus du travail vers d'autres ressources. Alors on va en parler dans un second temps, mais si je résume, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Denis Oliven, il y a à la fois encourager les Français qui travaillent à travailler plus et ceux qui ne travaillent pas à travailler. C'est deux problèmes qu'il faut mener de front. Encourager les Français qui travaillent à travailler plus, une fois encore, on pourrait le faire, mais ce n'est pas le sujet. Oui, pour la retraite. Mais en dehors de ça, ce n'est pas le sujet majeur. Donc le sujet majeur, c'est de ramener sur le marché du travail des gens qui n'y sont pas. Et pour moi, la question de réduire la part des cotisations et des impôts sur les revenus du travail est la question majeure. Si on change pour mieux récompenser le travail. Ben oui, si on change ça, donc allègement de fiscalité. Demande aux gens qui nous écoutent, si demain on les augmentait de 10%, si on réduisait de 10%, disons, la part des cotisations et des impôts sur leurs revenus et cotisations salariales net, c'est-à-dire si on augmentait d'un mois leur temps de travail, c'est pas énorme, hein, ça représenterait 90 milliards d'euros de revenus, de ressources. Allègement de cotisations salariales, c'est ça? Par exemple, allègement de cotisations, allègement de l'imposition sur les revenus du travail. Alors il faut le financer parce que vous êtes un bon gestionnaire. Oui, bien sûr. Vous proposez taxer à 1% la valeur du foncier bâti en France. Je donne cet exemple. C'est quoi le foncier bâti en France? C'est la propriété, c'est les terrains sur lesquels on a construit des immeubles, la valeur de ce foncier bâti. Qui paye ce 1%? C'est les propriétaires de ce 9 000 milliards d'euros, ça fait 90 milliards d'euros. On en retombe sur... Si on prend 1% de cette valeur, ça fait 90 milliards d'euros. Qui paye ça alors? Ce sont les propriétaires de ce foncier bâti. Ce sont les entreprises parfois, ce sont des propriétaires fonciers, c'est ceux qui en disposent. Et évidemment, il ne s'agit pas... C'est un exemple que je donne pour montrer qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Il y a la fameuse question de l'imposition des successions en France. Il y a le fait, vous regardez... On ne trouvera pas 90 milliards. D'abord, non, mais peut-être que par un mixte d'opérations, on peut améliorer la situation. Vous savez quel est le taux d'imposition? Le taux d'imposition moyen des salariés, c'est autour de 40%, un peu plus de 40%. Le taux d'imposition des retraités, c'est 14%. Donc je dis pas. Et les retraités ont aujourd'hui un niveau de vie qui est à peu près équivalent à celui des actifs. Alors je ne parle pas des petites retraites, mais on pourrait peut-être se poser la question, comment font les autres pays qui consacrent 2 à 3 points de PIB en moins à l'imposition des revenus du travail par rapport à nous. 2 à 3 points de PIB, on a 3 000 milliards de PIB, donc 2 points de PIB c'est 60 milliards, 3 points c'est 90. Donc c'est pas négligeable. Bon, vous tordez le cou aussi aux inepties, ou en tout cas aux discours fallacieux, sur le néolibéralisme français. Vous dites que le malheur français serait lié au fait que le néolibéralisme a triomphé chez nous. Quelle bonne blague! Il faut rappeler, vous le faites très bien, chiffre à l'appui, que les écarts de revenus entre ce qui sont exemptés et ex-post au début et à la fin, ils sont massivement corrigés en France par le modèle social français et la redistribution. Rappelez-nous les chiffres. Oui, parce que l'idée que le problème français depuis 30 ans, ce serait les progrès du néolibéralisme me fait rire, tristement, mais rire. Au lieu de s'occuper du vrai sujet qui est de créer de la richesse, on voudrait encore la taxer. Le système de redistribution français est probablement le meilleur du monde. Au départ, avant redistribution, l'écart entre les plus riches, 10%, et les 10% les plus riches, c'est 18 fois. 18 fois, c'est ça. Et après la redistribution monétaire et non monétaire, les services publics, etc., c'est 3 fois. Et c'est stable dans le temps. Et c'est probablement l'un des niveaux d'inégalité les plus faibles du monde. Donc bravo la machine libérale. De la même façon, si vous regardez le nombre, je compte le nombre de mots, comment le code du travail ou le code des impôts a enflé au cours des 15 dernières années, le nombre de fonctionnaires par habitant, les prélèvements en proportion du PIB. On est l'un des pays les plus régulés, réglementés, socialisés du monde. Si nous, on est un pays néolibéral, le Vatican est athée. C'est le sens de la formule. La défaite du travail, c'est le problème numéro 1 de la France. Mais c'est un peu ce que voulait faire, Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir. Il a cette idée d'augmenter le taux d'emploi, ça prend du temps. Il y a 2 présidents qui se sont intéressés à la question. Nicolas Sarkozy avec les heures supplémentaires, et ça a d'ailleurs marché.
il a amélioré la fiscalité des heures supplémentaires ou la taxation, et le travail a augmenté. Et il y a Emmanuel Macron, quand il a décidé de baisser le poids des charges. Mais aucun ne l'a fait de manière systématique, aucun n'en a fait le centre de la problématique française, alors que c'est le cœur des questions. Je me souviens de Tony Blair qui avait dit, lors d'un discours de politique générale, j'ai 3 priorités, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Si un Premier ministre, on a assisté avec Bayrou à la 15e déclaration de politique générale depuis 30 ans, si une de ces 15 avait été l'occasion de dire j'ai 3 priorités, 1, que les Français travaillent plus, soient plus nombreux à travailler, 2, qu'ils soient mieux payés pour les inciter à plus travailler, 3, que la productivité s'améliore, on n'aurait pas du tout les questions que nous avons aujourd'hui. Dans une logique mortifère aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, donc comme il y a un modèle social à financer, on taxe plus, mais en taxant plus, on décourage les gens de travailler, et ainsi de suite. Exactement, c'est le cercle vicieux dans lequel nous nous enfermons depuis 30 ans. Moins on a de gens qui travaillent, plus on a besoin de les taxer, plus on les taxe, et moins on a de gens qui travaillent. Et voilà comment on s'enfonce dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, et vous écrivez aussi, et ça permet de faire aussi la boucle avec l'actualité internationale, parce que notre niveau de prélèvement est trop élevé, nous dissuadons nos concitoyens de travailler davantage, et parce que nous ne travaillons pas assez, nous taxons plus, ce que vous avez dit, avec à la fois ce cercle vicieux du déclassement qui se met en place. Une situation qui n'ont en aucun mal à exploiter les populistes de tout poil. Donc on se dit qu'il ne faut jamais prolonger le trait dans l'histoire, mais c'est une histoire qui peut mal se terminer. Bah, bien sûr, on le voit d'ailleurs. Le déclassement, je voudrais juste vous citer un chiffre. Il y a 40 ans, nous avions le même niveau de richesse par tête que les Allemands. Aujourd'hui, nous sommes 15% en dessous, en parité de pouvoir d'achat. 15% en dessous, c'est beaucoup. Pire et ça explique, si on avait le niveau de richesse par habitant des Allemands, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait 120 milliards de plus de recettes publiques, mais on pourrait aussi distribuer 90 milliards de pouvoir d'achat à des salariés, c'est-à-dire de l'ordre de 300 euros ou 200 euros par actif occupé. Vous vous rendez compte comment le village de la France est différent ? Ça a l'air tellement simple quand vous dites comme ça, et pourquoi c'est pas mis en œuvre? Pourquoi il n'y a pas de courage politique Ça, c'est une vraie énigme. J'avais observé ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais écrit une chose qui s'appelait la préférence française pour le chômage. À l'époque, j'avais insisté sur le fait que le coût des emplois non qualifiés expliquait une grosse part du chômage français. Beaucoup a été fait. Ça a mis 15 ans entre la note. Il a fallu 15 ans pour que ça commence à percoler, qu'on prenne des mesures qui se sont révélées efficaces. Donc pour moi, c'est un mystère. Pourquoi? Alors que c'est tellement évident qu'on fait une comparaison internationale que notre problème numéro 1, c'est celui-là. Pas assez de richesse par habitant et pourquoi pas assez de travail. Et donc la mesure numéro 1 appliquée, ça serait quoi alors? S'il y avait 2-3 mesures. Transférer une partie des cotisations ou des impôts sur le travail vers d'autres ressources en échange d'une augmentation du salaire net des Français. Il y a eu la TVA sociale qui était proposée, la CSG sociale, il y a eu... Il y a 1000 façons de le faire, mais le faire par pas priorité. Avec la TVA sociale, pas avec la TVA. La TVA, pas forcément pour moi la meilleure idée, mais elle a des vertus parce qu'elle permet elle frappe les importations et donc... Elle frappe tout le monde de la même façon. Mais il y a 1000 façons de le faire, mais déjà donnons cette priorité. Disons qu'on se donne 5. Il a voulu le faire en début de mandat, non? Oui, bien sûr, l'intention était là. Mais pas assez massive. Pas assez massif, pas systématique, pas négocié pour que ça se traduise par une augmentation des rémunérations. Donc ça doit être la priorité. Le gouvernement devrait n'avoir qu'un seul objectif, augmenter notre taux d'activité. Après, la question se pose sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on frappe, qu'est-ce qu'on demande comme impôt pour financer ça? Est-ce que c'est la taxe sur le foncier bâti? Voilà, D'abord, il y a aussi il y a une augmentation des impôts, mais il y a aussi peut-être réviser une partie des dépenses, toutes les dépenses publiques. On n'a jamais réussi dans ce pays. Oui, bon. En tout cas, on peut se poser la question. Quand on voit ce qu'ont fait les États-Unis, sans aller... on a 20 points d'écart. Musquiser de dépenses publiques en notre PIB politique publique. Oui, je sais bien. 20 points de dépenses. Je sais bien, mais on pourrait se poser la question de savoir, toujours si on a la priorité de l'emploi, qu'est-ce qui, dans nos dépenses publiques, favorise le travail et qu'est-ce qui le défavorise? Tout ce qui le défavorise devrait être économisé, sauf quand il protège les personnes en situation d'indigence. Et tout ce qui le favorise devrait être aidé. Il faut lire « La France doit travailler plus » et les Français, la fin de la phrase est importante, et les Français être mieux payés. C'est chez Albin Michel, c'est signé Denis Oliven, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.